Bonjour à tous, merci à la SFCR de laisser ce temps de parole aux jeunes. C'est une année particulière pour la JCR parce que pour l'équipe qui nous compose depuis 2 ans, c'est le deuxième et le dernier symposium. S'il y a des jeunes dans l'Assemblée qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'il va falloir qu'on renouvelle l'équipe et c'est une expérience très enrichissante. C'est aussi une année particulière parce que ça fait 10 ans que la JCR existe, donc on en a profité pour faire une petite rétrospective après. On vous attend à 19 heures à l'hôtel Pullman pour ceux qui seraient intéressés. Donc l'année dernière, on s'est intéressé à la place de l'interne en chirurgie du rachis. On a essayé de poursuivre un petit peu dans cette lancée et de voir ce que c'est qu'être chirurgien du rachis aujourd'hui en France. Donc on s'est intéressé à certains éléments qui nous paraissaient pertinents. C'est sûr que la liste n'est pas exhaustive, mais c'était pour nous les bases de réflexion. Et on a essayé de s'entourer de l'avis de 2 seniors, un orthopédiste et un neurochirurgien. Vincent Chalier, qui a quitté sa belle ville de Bordeaux pour s'installer à Périgueux, qui est, je dirais, une ville de moyenne importance, et Bertrand de Bonneau, qui a quitté Toulouse pour Paris, qui nous donneront leur éclairage sur leur installation et leur vision de la chirurgie aujourd'hui. Je tenais à remercier les partenaires qui nous ont aidés dans ce travail, le groupe Elsan, la MACSF, le cabinet branché et la SFCR pour la fourniture de données et d'informations qui ont permis la réalisation de cet exposé. Donc pour entrer dans le vif du sujet, c'est très compliqué aujourd'hui de savoir combien on a de chirurgiens du rachis en France. Le côté bicéphale de notre spécialité ne rend pas ça aisé. Le fait qu'il y ait des neurochirurgiens, des orthopédistes, encore une majorité de chirurgiens qui ont une activité un peu mixte, notamment en orthopédie, à la fois une activité de membre inférieur et de rachis. On s'est basé sur le nombre d'inscrits à la SFCR, qui était de 450, qui nous paraissait assez représentatif. Il faut savoir que ces 450 chirurgiens réalisent environ 140 000 actes en 2019. On a pris 2019 comme année de référence de façon assez simple avec l'impact du Covid sur 2020. Pour illustrer un peu ces chiffres, on a extrait les données d'Elsan, qui est le premier acteur en chirurgie libérale en France. Parmi les 87 cliniques, 35 ont une activité de chirurgie du dos, qui représente environ 100 chirurgiens. 60% avaient moins de 40 ans à leur installation. Environ 15% étaient neurochirurgiens. Et sur les 2 dernières années, il y a eu 5 créations d'activités à Nantes, Marseille, Toulon, Vichy et Orange. Alors effectivement, c'est une photo d'un des groupes, mais ça permet d'illustrer un peu le propos. Aujourd'hui, quand on décide son activité future ou sa reconversion, on se pose plein de questions. Est-ce que je vais à l'hôpital? Est-ce que je pars en libéral? Est-ce que je vais travailler en équipe, tout seul? Est-ce que je fais que la chirurgie du dos ou d'autres activités? Est-ce que je vais pouvoir avoir une activité scientifique si je pars en libéral? Est-ce que la sinistralité et l'impact des plaintes est un frein? Est-ce que je reste dans la ville de mon internat, de mon clinica? Est-ce que je décide de partir en province? Est-ce que je vais dans une grande métropole? Plein de questions que les gens se posent et auxquelles on va essayer d'apporter un éclaircissement. Donc, comme l'année dernière, on s'est basé sur une enquête nationale avec un questionnaire en ligne envoyé via les mailing lists de la SFCR, de la JCR et de la Société française de neurochirurgie libérale. Le questionnaire, le recueil s'est fait de février à mai 2021. Il y a eu 216 répondants, donc qui est un chiffre assez intéressant, répartis en 2 bras, un bras junior qui représente les internes et les CCA, et un bras plutôt senior. Donc la population, elle est de 62% d'orthopédistes et 37,5% de neurochirurgiens. Dans la SFCR, on est à 64% d'orthopédistes et 34% de neurochirurgiens, donc 36%, donc on est des chiffres relativement représentatifs, avec 150 seniors, 27 CCA et 38 internes. On a ce qu'on pourrait appeler une féminisation de la chirurgie, puisqu'on a 9% de femmes dans le groupe senior contre 24% dans le groupe junior. Alors ça prend avec des pincettes, mais ça paraît comme assez représentatif. Au niveau des villes françaises, toutes les villes sont représentées, avec des villes surreprésentées comme Paris, ce qui se comprend assez aisément, et d'autres villes comme Marseille qui sont assez sous-représentées dans le questionnaire. Mais en tout cas, on a une cartographie nationale bien représentée. Bon, au niveau des âges, rien de très particulier. Au niveau de la représentation des internes par semestre, hormis le troisième semestre qui est inexistant,
c'est assez linéaire. Chez les seniors, on a 65% de libéraux, 7,9% d'universitaires, c'est un peu moins que l'année dernière sur le questionnaire. Et l'activité scientifique, une question qui se pose beaucoup, notamment d'internes, est-ce qu'on va pouvoir avoir une activité plus tard? En tout cas, aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui répondent oui et qui souhaitent continuer une activité de recherche plus tard. Bertrand de Bonneau, en 2019, lors de la SFCR, s'était intéressé à l'analyse bibliométrique. Et on voyait qu'en France, le taux de publication n'était qu'en cesse augmentation et que la France était parmi les 10 nations qui publiaient le plus en colonne vertébrale. Et dans notre questionnaire, sur l'ensemble des seniors, on a 66% qui répondent oui sur l'activité de recherche. Et si on ne s'intéresse qu'aux libéraux, le chiffre est grosso modo le même. Et sur la question combien d'articles avez-vous publié depuis votre installation, on a un tiers des seniors qui répondent qu'ils en ont publié plus de 6. Et chez les libéraux, ce chiffre est tout de même de 25%. Le lien avec l'industrie, qui est inaliénable et qui est le fondement des découvertes du siècle dernier, on a encore 45% de chirurgiens qui ont un lien avec l'industrie, quelque chose qu'il ne faut pas perdre a priori pour la recherche future. Maintenant, j'ai laissé la parole à Théo pour les moyens actuels. Bonjour à tous. Donc, on va commencer dans un premier temps de parler des moyens, c'est-à-dire quels sont les moyens à disposition des chirurgiens du rachis aujourd'hui en France pour exercer. Et dans un premier temps, tout d'abord, donc l'équipe. Nous avons posé la question aux juniors, c'est-à-dire internes et CCA, avec combien d'autres chirurgiens du rachis souhaitez-vous travailler? Et puis aux seniors, avec combien d'autres chirurgiens du rachis travaillez-vous? Alors on voit qu'on a la majeure partie des juniors qui répondent en équipe de 2 ou 3, voire 4 à 6, ce qui montre qu'ils déjà ont pris conscience du fait que c'est difficile de s'installer seul, enfin de travailler seul, en tout cas en chirurgie du rachis. Et puis ce qui est plutôt concordant avec la réponse des seniors, puisque vous voyez que la moyenne des équipes est de 2 à 3 chirurgiens. Ici vous voyez la répartition de la courbe à droite. Alors, la moyenne de 2 à 3 chirurgiens en plus du répondant, donc ce qui fait des équipes de 3 ou 4. Alors 3 ou 4, soit, sont des équipes qui sont quand même tout de même un petit peu réduites. Si l'on considère par exemple de mettre en place un système de garde, ce qui rend difficile les gardes et aussi probablement les astreintes. Et ce qui nous fait le lien avec la diapositive suivante, la permanence des soins. Alors, les chirurgiens assurent la permanence des soins pour une petite partie sans garde ou astreinte, pour une encore plus petite partie avec des systèmes de garde. Finalement, la majeure partie assure la permanence grâce à des systèmes d'astreinte, notamment nocturnes. Concernant leur équipe au bloc opératoire, un petit peu plus présente, avec 41% qui travaillent en système de garde et 52% en système d'astreinte. Et puis les services de réanimation et de soins intensifs, vous voyez qu'ils sont heureusement bien disponibles, que la grande majeure partie des répondants ont des services, de chirurgie du rachis sont des services de soins intensifs, voire encore plus souvent de réanimation disponibles 24 heures sur 24. Donc finalement, tout cela témoigne d'un besoin d'être réactif à l'urgence en chirurgie du rachis. Ensuite, la pluridisciplinarité. Nous avons posé la question, avez-vous dans votre centre à disposition les professions suivantes? Donc là, vous voyez la liste à gauche. Finalement, il y a une pluridisciplinarité qui est plutôt bonne, avec une collaboration avec d'autres spécialités, notamment médicales, les rhumatologues, neurologues, des médecins rééducateurs. Et puis, quasi tous les services ont à disposition des kinésithérapeutes, ce qui est plutôt essentiel dans un service de chirurgie du rachis. Mais pas beaucoup d'ergothérapeutes, en revanche, vous pouvez voir sur la courbe. Alors, une question un peu particulière. Avez-vous une facilité à trouver des centres de rééducation ou de convalescence pour vos patients? On aurait pu penser à première vue qu'il est parfois difficile d'obtenir ces centres, et finalement, on voit que 85% du panel a répondu qu'ils trouvaient facilement, ou généralement assez facilement, des centres de convalescence pour leurs patients, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le bloc opératoire, maintenant. Combien de salles de bloc sont-elles habituellement en activité au sein de votre bloc? Alors, en dehors de baisse d'activité due au Covid, on voit que la majeure partie des blocs sont de plus de 10 salles, donc ce qui fait quand même de très gros blocs opératoires.
Et ce sont des blocs qui sont partagés avec d'autres spécialités, généralement, enfin d'autres chirurgies que la chirurgie du rachis, souvent de la neurochirurgie orthopédie, vous voyez, 36%, mais pas uniquement. En bas de la diapositive, vous voyez le nombre de moyens de jours de consultation par semaine et puis de jours de chirurgie par semaine, donc de 2,2 jours en moyenne de consultation pour 2,5, un tout petit peu plus jours de chirurgie par semaine. On peut se rappeler aussi une communication, je crois que la dernière SFCR sur médecin du rachis plutôt que chirurgien du rachis, qui expliquait que une large partie des consultations ne se terminait pas par une indication chirurgicale, même si les consultations sont nombreuses et qui ne finissent pas par une chirurgie. On voit qu'en termes de volume horaire, on a quelque chose qui est plutôt équilibré. Ensuite, maintenant, l'imagerie. Alors, on voit qu'une large majeure partie des répondants ont un scanner à disposition, 24 heures sur 24. En revanche, vous voyez à droite que l'IRM est beaucoup moins disponible, 56% disponible 24 heures sur 24, et puis 22% qui n'ont pas disponible la nuit. Ce qui montre ici aussi qu'on a encore des progrès à faire sur l'accès à l'IRM, qui reste aujourd'hui l'examen le plus sensible dans les pathologies du rachis. Pour ma part, je vais vous parler des technologies comme moyen en chirurgie du rachis actuellement, qui prennent une part de plus en plus importante dans notre activité et qui sont utilisées maintenant de façon quotidienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement en France, en 2021, sont disponibles 45 WARM avec 83 systèmes de navigation Medtronic, 15 systèmes de navigation BrainLab, 10 systèmes Stryker et 5 Surgivisio. Il y a 42% des chirurgiens seniors qui ont répondu à notre questionnaire, qui ont actuellement accès à un système de navigation dans leur établissement, et seulement 18% qui ne sont pas intéressés par cet outil. On a posé la question aux jeunes chirurgiens ensuite de leur intérêt pour les systèmes de neuronavigation, et on a une réponse assez forte avec un oui à 89% d'entre eux, qui souhaitent avoir accès à un système de navigation dans leur installation future. Et c'est même d'ailleurs dans notre questionnaire une condition sine qua non pour 54% pour leur installation future. Ensuite, on a comparé les neurochirurgiens et les orthopédistes pour l'accès au système de navigation, et on voit qu'il y a quand même un meilleur accès au système de neuronavigation en neurochirurgie, avec plus de 50% des neurochirurgiens dans notre questionnaire et un peu moins de 40% des orthopédistes qui ont accès à ce type de système, avec un peu plus de 20% des orthopédistes qui ne sont toujours pas intéressés par l'utilisation de cette technologie-là. Probablement que ça a été emporté un petit peu plus tôt en neurochirurgie avec la chirurgie crânienne. Ensuite, on a comparé entre hospitaliers universitaires et libéraux pour l'accès à la navigation. Là encore, on voit qu'il y a un accès qui est nettement meilleur pour les praticiens hospitaliers et les universitaires, avec un accès au système de navigation pour plus de 70% des répondants au questionnaire, contre un peu moins de 30% des praticiens libéraux. Ensuite, on s'est intéressé aux mini-invasifs. On voit que 46% des répondants au questionnaire réalisent fréquemment des interventions en mini-invasif et seulement 6% ne sont pas favorables à ce type d'abord chirurgical. Là encore, les neurochirurgiens pratiquent un peu plus fréquemment cet abord-là que les orthopédistes, avec 63% contre 38%. En revanche, pas de différence entre hospitalo universitaires et libéraux. Pour les jeunes, la réponse est très forte sur le mini-invasif, parce qu'il n'y a aucun des répondants qui dit non à l'utilisation du mini-invasif dans sa pratique future, et il y a 49% qui veulent l'utiliser dès que les indications le permettront. Dans le symposium de la JCR en 2020, nous avions remarqué un manque d'accès et d'autonomie des jeunes à ce type d'abord. Et devant le développement et un intérêt croissant, il y a probablement encore un travail de formation au mini-invasif qui reste à faire. Ensuite, on a posé la question de la chirurgie du rachis endoscopique. Et on voit que ça reste encore un abord qui est anecdotique en chirurgie du rachis,
puisqu'il y a seulement 8% des seniors qui le pratiquent et 3% des internes qui souhaitent le pratiquer plus tard. Et on se rend compte que c'est surtout par un manque de formation et d'accès au matériel, puisqu'il y a 47% des jeunes qui seraient favorables mais n'ont pas pu se former ou voir ce type de chirurgie, et que c'est le cas aussi pour 33% des seniors. On sait que maintenant la chirurgie tend à se robotiser, que ça se développe beaucoup actuellement avec les systèmes de navigation qui sont couplés à des robots pour la mise en place de visées pédiculaires. Et il y a 85% des répondants au questionnaire qui voient une évolution de la chirurgie vers la robotique à terme. En conclusion, on a essayé de vous faire un portrait type du chirurgien du rachis actuellement en France en 2021 à travers les moyens qu'il a. Donc c'est typiquement un chirurgien qui travaille avec une équipe chirurgicale de 3-4 chirurgiens, qui travaille plutôt en astreinte les nuits et les week-ends qu'en garde, avec une équipe au bloc qui est de garde ou d'astreinte 24-24, un système de réanimation, au moins une unité de soins continus disponible 24-24, avec un hôpital où il y a d'autres spécialités qui travaillent avec lui. Il opère au sein d'un bloc commun, avec un système de navigation qui est disponible pour 40% des chirurgiens et une pratique fréquente du mini-invasif pour la moitié. L'activité consultation et bloc reste équilibrée. Et Ronan va vous détailler la partie activité. Pour la suite de ce symposium, avec Yann, on a souhaité nous intéresser à la question de l'activité en chirurgie rachidienne en France en 2021. Cette question assez large, on a souhaité l'aborder d'un côté avec les données médico-économiques essentielles à la bonne compréhension et à la bonne analyse de l'état de santé de notre profession, et de l'autre côté avec plutôt un aspect plus personnel avec les réponses que vous nous avez apportées au questionnaire. Ces données, elles sont issues de la base PMSI nationale et ont été reportées entre 2016 et 2020 et correspondent en fait à l'ensemble des actes pratiqués en chirurgie rachidienne en France. Donc on remarque qu'en 2019, on avait pratiqué 138 596 actes, avec surtout des chiffres intéressants, c'est ceux qui sont en vert, avec un taux de progression de 9% de l'activité en 2019. La partie rouge, c'est bien entendu l'année 2020, marquée par la crise sanitaire. Si on veut regarder un peu plus attentivement ces chiffres, on a choisi de le détailler ça en fonction du type d'établissement de santé. Comme vous savez, en France, l'activité elle est répartie au niveau de l'offre de soins entre établissements publics, les CHU, les CH, et également au niveau du secteur privé avec les secteurs à but lucratif et à but non lucratif. On voit que pour 57,8% de l'activité, c'est réalisé en secteur privé, 33,2% en secteur public, et qu'en termes d'évolution des chiffres, on a une croissance à 2 chiffres pour le secteur privé, mais également pour tout ce qui est secteur privé à but non lucratif, et plutôt une stagnation de ces chiffres dans le secteur public. Le type d'indication, il est aussi lié au type d'établissement, avec des pathologies dégénératives qui sont plus pratiquées en secteur privé, et bien entendu plus d'urgence en public. Concernant la pathologie tumorale, 5% des cas étaient réalisés dans les ESPIC, donc dans ces établissements à but non lucratif, et 5% en secteur public. Quand on regarde un peu les codes utilisés pour ces pathologies, on remarque que dans les 10 premiers codes utilisés, on en a 7 en pathologie dégénérative, donc 2 codes qui prennent plus de 30% des cas, 2 cas de traumatologie avec les fractures vertébrales lombaires et les fractures vertébrales thoraciques, ainsi qu'un autre cas un autre code qui est plutôt dans la neurochirurgie fonctionnelle et dans la neuromodulation de la douleur. Alors comment cette offre de soins elle s'organise en France? Pour cela, on a pris 2 critères épidémiologiques. Le premier, c'est le taux de fuite. Ça correspond aux patients qui sortent d'une région pour aller se faire opérer dans une autre. Et sur la diapositive suivante, vous verrez le taux d'attraction, c'est-à-dire le contraire, le taux de patients qui vient dans une région pour se faire opérer. Pour le taux de fuite, en fait, on remarque qu'il y a plutôt une diagonale qui se fait avec la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et le centre Val-de-Loire avec des patients au final qui vont plutôt partir soit vers Paris, vers Lyon ou vers toutes les villes du sud-ouest. Le taux d'attraction, il est forcément inverse avec une région d'activité forte avec toutes ces diagonales des CHU de Nantes, Bordeaux et Toulouse et la région parisienne. Pour continuer ce coup-ci, comme je disais, on va plutôt s'intéresser à la manière dont vous percevez votre activité, plutôt ce qui s'est passé au début de votre installation, comment vous sentez votre activité actuellement et ce que vous souhaitez dans le futur. Pour cela, on s'est basé avec l'enquête nationale que Jean vous a détaillée précédemment, et on retrouve que pour 60% des répondants, vous exercez le rachis en exclusivité,
et seulement 33,8% avec une activité annexe qui correspond plutôt à l'orthopédie des membres périphériques ou alors à la neurochirurgie du crâne. Au niveau du lieu d'exercice, vous exercez plutôt dans une autre ville pour 45,7% des cas, 25% pour l'internat et 28% dans la ville du clinica. Alors, toujours un peu pour la comparaison entre les deux spécialités, on remarque quand même que les neurochirurgiens ont une activité libérale qui est moins importante que les chirurgiens orthopédistes, et donc forcément une activité hospitalière un peu plus importante, avec des chiffres qui sont quand même plutôt similaires. Concernant la satisfaction et votre carrière, on remarque quand même des chiffres qui sont plutôt positifs, et à la question de « êtes-vous satisfait par votre mode d'exercice actuel ?» pour 80% des cas, vous répondiez « oui, totalement ». Et à la question de « si vous repartiez au début de votre carrière, est-ce que vous choisiriez autre chose ?» Et là, dans les mêmes taux, on retrouvait pour 81,5% des répondants que votre carrière vous convenait actuellement. La diversification de l'activité, on la retrouve quand même au niveau de notre questionnaire, avec toujours le maintien d'une activité d'urgence occasionnellement ou de manière fréquente pour l'ensemble des répondants. La prise en charge des tumeurs du rachis, elle se séparait plutôt avec une part sans organisation précise et une autre après des réunions pluridisciplinaires. Et au niveau de la pathologie de déformation rachidienne, les réponses étaient également variables, avec quand même une majorité de praticiens qui exerçaient ce type d'indication. Encore quelques données médico-économiques qui sont assez intéressantes pour la déformation rachidienne en France. Quand on regarde le nombre d'actes opératoires, on remarque qu'il n'y a pas seulement des établissements publics qui pratiquent ce type d'intervention, avec des cotations en déformation rachidienne sur certains établissements privés. Enfin, pour analyser un petit peu les réponses des juniors, donc des internes et des chefs de clinique, on remarque que les réponses elles sont plus disparates, avec un souhait d'installation, pas forcément dans la ville de l'internat, pas forcément dans la ville du clinica, et plutôt une indécision là-dessus, un certain nomadisme. Par contre, concernant la taille de la ville, l'essentiel des réponses souhaitait plutôt une installation dans une grande agglomération avec un CHU à proximité. Concernant le mode d'exercice, les réponses étaient également variées, avec plutôt une indécision ou alors plutôt un souhait divers, avec notamment 22% pour une carrière universitaire, 28% pour du libéral, et également 16% pour des gens qui ne savaient pas encore. Et enfin, on retrouve à peu près les mêmes proportions dans le type d'établissement de santé où les juniors souhaitent travailler, avec également des résultats similaires. En conclusion, notre spécialité, elle apparaît quand même en bonne santé, avec un taux de croissance de 9% entre 2016 et 2019. L'activité privée elle est supérieure à l'activité publique. Les praticiens seniors apparaissent satisfaits de leur mode d'exercice actuel. Et on retrouvait cependant une indécision dans la ville d'installation chez les juniors et pour le type de carrière envisagée. Bonjour à tous. Nous nous sommes ensuite intéressés à un pan de la spécialité qui ne peut malheureusement pas être éludé, c'est celui de la sinistralité. Les différentes études à disposition montrent bien l'exposition de la spécialité au risque médico-légal, qui s'avère même être croissant au fil des ans, ce qui conduit à un chiffre fort. En moyenne, une réclamation par an pour un chirurgien du rachis, ce qui en fait le risque le plus élevé en France. Au début de notre parcours, nous, internes et assistants, sommes relativement épargnés. Ainsi, parmi les répondants du questionnaire, aucun interne et l'immense majorité des assistants n'ont jamais été exposés à une plainte. Ceci se répercute ensuite sur notre capacité à faire face à une éventuelle plainte. Ainsi, 70% des internes ne se sentent pas du tout formés au risque médico-légal durant leur internat. Chez les assistants, ce chiffre diminue à 44%, ce qui montre qu'on est relativement plus sensibilisé une fois responsabilisé. Alors chez les seniors, ils sont 1 sur 4 à n'avoir jamais fait face à une plainte ou un litige. Par contre, près d'1 senior sur 3 ont subi plus de 5 réclamations ou plaintes. Cela conduit à un taux de 15% de chirurgiens ayant déjà subi une condamnation.
Cette étude de 2017 américaine montrait d'ailleurs que parmi toutes les plaintes, il y avait en moyenne 75% d'issues favorables pour le chirurgien. Donc logiquement, le nombre de plaintes reste corrélé à l'âge du chirurgien et donc à sa durée, le nombre d'années d'exercice. Si on s'intéresse maintenant uniquement aux chirurgiens de plus de 40 ans, eh bien, on voit que cette fois-ci, le nombre de chirurgiens n'ayant jamais fait face à une plainte tombe à 8% seulement, et que le nombre de chirurgiens ayant, donc là c'est en rose sur le graphique, ayant subi plus de 5 litiges, augmente plus on vieillit. Maintenant, nous sommes intéressés également à l'influence de ce risque médico-légal sur nos choix d'exercice plus tard. Deux choses intéressantes à remarquer. Tout d'abord, chez les internes, ils sont 50% à ne pas prendre en compte ce risque médico-légal comme facteur décisionnel de leur avenir. Ce chiffre baisse à 33% pour les assistants. Parmi les autres répondants, les solutions envisagées pour pallier à ce risque sont en majorité l'orientation vers une organisation à plusieurs chirurgiens du rachis pour se protéger ou une orientation vers le public. Par contre, peu de répondants ont choisi la restriction d'activité comme facteur de protection. Les plaintes concernent essentiellement la chirurgie programmée en dégénératif. Ceci fait écho également à plusieurs études qui montraient que les cas qui sont concernés par les plaintes et litiges sont surtout les cas de routine, donc en dégénératif lombaire, plutôt que les cas complexes. À la question si subir une plainte a fait changer votre type d'activité, vous êtes 14% à répondre oui, par restriction du type d'activité. On rappelle alors cette étude française de 2020 qui s'intéressait aux neurochirurgiens du privé et qui montrait que 37% d'entre eux avaient déjà envisagé de cesser leur pratique en chirurgie du rachis, notamment à cause de ce risque médico-légal. Le sentiment général est que les plaintes et les litiges sont plus fréquents qu'avant, ce qui est en accord avec les données que nous avaient transmises deux assurances avec qui nous avons travaillé sur ce symposium, Branché et la MACSF. 97% des 756 dossiers répertoriés par l'assurance MACSF concernaient des chirurgies dans un contexte programmé. Les motifs de réclamation les plus fréquents sont les douleurs post-opératoires, une séquelle neurologique qui serait apparue après l'intervention et les infections. Une étude de 2017 allemande retrouvait également que c'était principalement l'apparition d'un nouveau déficit neurologique en post-opératoire comme cause la plus fréquente de plainte. Il y avait également les douleurs chroniques et l'insuffisance d'amélioration des symptômes. Concernant les infections, il s'agit de la deuxième fréquence parmi les autres chirurgies, derrière les autres procédures de chirurgie orthopédique qui étaient à 25,3% des plaintes la concernant. Parmi les dossiers répertoriés, on comptait 12% de condamnations. Le motif de condamnation le plus fréquent était un défaut et de surveillance et dans la prise en charge en post-opératoire, suivi de la maladresse ou défaillance technique et une contestation de l'indication opératoire initiale. On remarque que le défaut d'information seul n'est que très rarement le seul motif qui peut amener à une condamnation. Cette étude américaine donc, de 2017 retrouvait également comme principale cause de condamnation un retard dans le diagnostic de complications, ce qui rejoint ce qu'on retrouvait dans ces données, à savoir le suivi post-opératoire. Également les complications majeures et le retard thérapeutique. Le retard thérapeutique qui, lui, s'applique plutôt à la chirurgie dans le cadre de la traumatologie. Et pour finir sur quelques rappels, le médecin a une obligation de moyens pour soigner le patient, associé à un devoir d'humanisme, information, consentement, respect de la personne et du secret.
Pour que la responsabilité d'un médecin soit retenue, il faut qu'une faute ait été commise, qu'un dommage en résulte et que le lien de causalité entre les deux soit prouvé. Différentes voies de recours et de procédure existent. En schématisant au maximum, celle qui est principalement utilisée est la procédure amiable via la commission de conciliation et d'indemnisation. Il y a quasiment jamais de procédure en pénal, car, voilà, pour simplifier, le but reste l'indemnisation du patient et qui n'est pas recherché en pénal. Merci. On fait comme ça? Oui. C'est toi ou c'est moi? C'est toi. Bonsoir à tous, bonsoir. Et bon anniversaire les JCR. Moi je voulais commencer par ça quand même. Je voulais vraiment applaudir l'association. 10 ans, quelle longévité. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette allocution. En plus on a le temps là jusqu'à 18h30. Toutes les diapos sont de Bertrand. Et quand on pose une question à Bertrand, la première chose qu'il fait, c'est il regarde sur PubMed. Et qu'est-ce qu'on trouve sur PubMed quand on met Spine Surgeon Today? De la robotique. On va pas parler trop de robotique là, c'est ça, parce qu'ils vont tous nous tuer et c'est un peu rasoir. On va parler de bonheur. On va parler d'accomplissement personnel. Il y a beaucoup de facteurs d'accomplissement personnel. Je suis un bourgeois de province, donc moi c'est le pognon. Et Bertrand, c'est la culture essentiellement. C'est bien illustré par cette pyramide de Maslow. Next. Mais on est tous différents. De temps en temps, on est des pilotes de F1, des joueurs de golf. De temps en temps, des artistes. Léonore Fini, extraordinaire, je vous conseille. De temps en temps, des entrepreneurs. Karine Roitfeld, Beyoncé. De temps en temps, des joueurs de poker. Très bon bluffeur, Bertrand de Bonneau. On est tous différents. Merci. Effectivement, et définir le chirurgien du rachis d'aujourd'hui, c'est impossible. De toute façon, je ne crois pas qu'on en ait vraiment besoin. J'aime beaucoup cette photo qui est un montage de tous les médaillés olympiques des années récentes aux États-Unis. Et leur morphotype parle pour eux. On n'a pas besoin d'avoir un morphotype unique pour gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques et définir ce qu'est un chirurgien du rachis aujourd'hui. On a fait quelques petits portraits et finalement, la journée d'aujourd'hui déjà nous donne des réponses. Effectivement, on a vu ce matin des discussions importantes et tellement françaises sur les paramètres sagittaux qu'on a imposés au monde, mais on a vu aussi des gens discuter de chirurgie, de tumeurs intradurales, et c'est pas le même métier. Et pourtant, c'est la chirurgie du rachis, c'est un groupe commun, c'est des échanges au sein de cette société. C'est hors de question d'essayer de faire un portrait robot du chirurgien du rachis de 2021. Par contre, il faudra que vous, les jeunes, vous trouviez votre place, effectivement, dans le privé, dans le public, dans les grandes villes universitaires ou dans les villes de moyenne importance qui ont effectivement besoin de vos talents, ortho ou neurochir, chirurgien des déformations ou chirurgien du mini-invasif de montage court. J'avais fait effectivement un petit travail il y a 2 ans sur toutes les collaborations françaises de bibliométrie des publications de ces dernières années. Et finalement, pour moi, c'est assez symbolique de ce que peut être le groupe des chirurgiens du rachis en France. On peut le définir de façon complètement multimodale, mais des groupes géographiques, des groupes d'intérêt intellectuel, des groupes de spécialité, des groupes de collaboration internationale avec les États-Unis ou avec des groupes de recherche européens, des groupes qui se concentrent sur l'équipe sagittale. Bref, un aspect absolument multiple de notre société et de notre métier, de nos métiers, qui sont pourtant réunis par notre intérêt pour la colonne vertébrale et son contenu. Et, évidemment, par l'absorption des innovations. À chaque fois, il y a une petite transition, hein, vous voyez, c'est pas mal. Parce que des nouveaux concepts, bien sûr, des nouvelles idées, des nouvelles technologies. On clique comme ça? Oui, vas-y, je dois le faire. C'est toi qui fais? Ouais. De l'instrumentation, de la remise de la dynamique, différentes voies d'abord. On a dit qu'on ne parlait pas trop du robot. Surtout des nouvelles idées, l'analyse statique, l'analyse dynamique. On en a parlé ce matin, c'était vraiment passionnant, les études de la marche. Beaucoup d'idées avec, à mon avis, appuyées sur le partenariat industriel de préférence français. C'est moi le Montebourg, hein, on a dit. Aussi, bien sûr, rappeler tous les concepts de la RAC qui ont été développés par Bertrand. Et puis là, dernièrement... Pas par moi, mais... Enfin, en grande partie, Ouais. Okay, 80%. Et dernièrement, une petite initiative avec Guillaume Longeon. On a formé un petit club
totalement ouvert, avec un petit logiciel secrétariat qui aspire toutes les données des malades. C'est assez sympa. C'est pas une research community. Le logo fait un petit peu université américaine. Moi, j'aime bien. Donc, ça sera pas mal sur nos polos plus tard. Et c'est totalement ouvert. Venez, venez, venez. Alors, ça, c'est la prochaine grosse brique technologique que j'aimerais voir justement chez Follow. C'est le dashboard. C'est comment dire, des indicateurs en réel et en continu sur nos complications, sur la satisfaction malade, sur le succès, sur l'échec des chirurgies, sur le nombre de chirurgies, un petit peu aussi sur le pognon. Mais ça, pour moi, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, notamment à Follow, de développer. Tout ça pour sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, celle-là. Si, c'est bien. Ouais, parce que c'est important quand même de sortir de sa zone de confort. Et d'aller vers D'affronter d'autres l'innovation, d'affronter la technologie, d'affronter les nouvelles idées. technologies. Pour faire face à ce patient 2.0. Effectivement, parce qu'une fois qu'on a intégré les nouvelles technologies, le mini-invasif, les navigateurs péropératoires, il va falloir aussi qu'en tant que chirurgien du présent et de l'avenir, vous affrontiez des nouveaux patients. Des patients qui n'ont pas forcément la même analyse que nous. Alors cette diapo, je l'en mets souvent, et sans doute que ces enfants ont déjà regardé ce qui se passait, mais on a tendance à penser que si nous, on était dans cette pièce-là, et vous avez peut-être déjà été, vous regarderiez autre chose que votre smartphone. Pourtant, nos patients, ils ont l'esprit dessus, ils vous connaissent avant même de venir à votre consultation, ils ont une idée sur leur pathologie parce qu'ils sont allés sur Docteur Google. Et puis, il n'y a pas qu'en politique qu'on est à l'ère des faits alternatifs, on est obligé d'affronter, et ce n'est pas l'année qu'on vient de vivre qui nous fera dire le contraire, y compris chez certains de nos confrères, qu'on peut dire n'importe quoi sur les pathologies qu'on est en train de traiter. Et ce n'est pas très facile, parfois, de détricoter la précharge du patient pour essayer de lui faire passer des idées. D'autant que vous vous intéressez peut-être à ce qu'on appelle les PROM, c'est-à-dire qu'une grande partie des études maintenant se base sur un retour du patient, de façon précoce ou tardive, après l'intervention, et dans certains pays comme en Suède, mais déjà quelques essais pointent leur nez en France. Une partie des émoluments des chirurgiens sera peut-être conditionnée au retour des patients, ce qui veut donc dire que pour beaucoup d'entre nous, on aura des efforts à faire dans la façon de leur parler avant, pendant et après, enfin pendant, juste après et longtemps après l'acte opératoire. D'autant qu'il va falloir les impliquer, et on les implique déjà, mais dans la décision de les opérer ou de ne pas les opérer. Et que ce n'est pas toujours facile, comme disait l'un des neurochirurgiens qu'on avait interrogé l'année dernière avec un anthropologue, d'expliquer en 15 minutes ce qu'on a mis 15 ans à comprendre ou à tenter de comprendre. Et pourtant, il faut emporter cette adhésion et créer le consentement éclairé, ce qui n'est pas toujours facile. Évidemment, on est très exposé, c'est très content parfois de faire des premières pages de magazines, mais on peut aussi avoir des recensions catastrophiques sur Internet, et vos patients les lisent, vos patients discutent entre eux, et il va falloir beaucoup lutter pour éviter, comme disait ce chirurgien américain, au sortir d'une procédure, qu'il voyait maintenant le patient comme un ennemi. Et avec tout l'impact que ça a sur votre morale, sur votre exercice et sur le plaisir que vous avez exercé la chirurgie du rachis. Des héros, quoi. Des héros fatigués. Mais des héros fatigués, mais des héros quand même. Enchaîne. Mais des héros fatigués. Enchaîne. Alors, parce qu'au départ, c'est quasiment biblique. Hein. Ouais. Nous sommes le neveu de Dieu, le cousin de Jésus, celui qui fait remarcher les gens. Et on est aussi l'héritier de héros virils. Moi, je peux le dire parce qu'à Bordeaux, quand j'ai commencé, j'étais interne, c'était viril, c'était que des mecs, c'était que des muchachos. Et puis là, ça s'est super féminisé et j'adore ça. Il faut regarder quand même à gauche le travail sur les conduites à risque des orthopédistes. Alors, je vois que 28% des orthopédistes ont des dangerous level of macho. Alors, qu'est-ce qu'un macho? Ça, je peux pas C'est le une dire. conduite, c'est quoi? C'est une conduite dangereuse, une hyper confiance en soi et une prise de décision. Si qui vous venez au néglige, Pullman, on va vous montrer après. Ouais, ok, continue. À droite, ça c'est un truc de neurochirurgien, c'est un humour qui dépasse complètement l'ortho. Il est workaholic, complètement mégalo. Et on dit, bah oui, moi je mets des vis, hein, je fais pas de la chirurgie du cerveau, quoi. Une mutation des héros d'hier, je vous parlais tout à l'heure de la féminisation de la profession. Moi je pense que c'est vraiment une super bonne nouvelle pour nous. Alors après, on a reparlé du savoir profane, etc. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on puisse avoir une mixité et des avis différents suivant notre genre. Et ça c'est quand même extraordinaire. C'est un travail sans chiffres, c'est un travail anthropologique qui avait été présenté, je crois que tu l'avais présenté, avec Antoine Guillain, qui est anthropologue, sur
des verbatims de chirurgiens et des extractions de mots avec les thèmes récurrents qui leur font changer de boulot. On l'a vu sur les chiffres. Il y a 9% des chirurgiens qui veulent changer de boulot. Il faut qu'ils fassent Qui veulent des pas changer de cryptos. boulot, qui veulent modifier leur pratique. Ouais. Qu'ils fassent des cryptos et de l'immobilier. Ça marche très bien. Et effectivement, cette sinistralité, elle existe, elle va être de pire en pire. Moi, j'ai fait un petit aller-retour Bordeaux-Lille mardi pour me prendre ma petite expertise. C'est une expérience pénible, mais enrichissante. Je confirme. Alors, c'est vrai que bon, la sinistralité, on ne va pas pleurer, personne ne va mourir, personne va avoir le cancer. Toujours se souvenir qu'on est un petit peu Des héros. Ah oui, pardon. des pilotes de F1, des entrepreneurs, des divas, des Beyoncé, on est tous des Beyoncé. Je reviens sur quelques mots que j'avais dit à la demande de Joël Dolécrin à Nantes, qui m'a fait travailler sur l'introspection. Et je pense que je reviens là parce que ça m'a vraiment fait penser à ça, à ta demande, parce que j'avais échangé avec le professeur Masquelet, que beaucoup d'orthopédistes doivent connaître ici, qui a une personnalité extraordinaire, et qui m'avait dit qu'en fait, il ne faut pas attendre d'être vieux. D'ailleurs, on a été demandé, nous, parce qu'on est des seniors, soi-disant, alors ça m'a fait mal de faire ça, de commencer à faire des topos généraux, mais on assume, on est des seniors, mais ceci dit, c'est se pencher sur son métier, se pencher sur les risques qu'on fait, de courir aux patients, les risques qu'on se fait courir à soi-même, à son moral, à sa carrière, à sa santé. Ça prend du temps de réfléchir et souvent on le fait à la fin de sa carrière. On dit qu'on prend quelques années pour apprendre à opérer et beaucoup plus d'années pour apprendre à ne pas opérer, c'est ce qu'on disait quand j'étais interne. Mais cette introspection, en fait, on devrait l'avoir en début de carrière. On devrait être prudent, on devrait se donner du temps, comme on laisse du temps aux ados dans un coin, pour se construire en tant que chirurgien, en tant que praticien, pour réfléchir sur les décisions qu'on prend au quotidien, parce qu'on est un métier qui se résume finalement à prendre des décisions. Et pour bien comprendre que si on doit intégrer ces paramètres sagittaux, et maintenant je pense que plus personne ne revient en arrière là-dessus, il ne suffit pas non plus de mettre tous les curseurs dans le vert pour que le patient aille bien. Et ça prend du temps, alors que quand on est interne, quand on est jeune chef, aussi bien quand on commence dans le public ou dans le privé, on a envie d'aller au bloc, on a envie d'opérer les gens. Il faut le faire, bien sûr, on est un métier manuel aussi. Et ce n'est pas dans un laboratoire qu'on apprend à être un bon chirurgien, ça s'apprend au bloc. Mais il faut aussi se donner un peu de temps pour réfléchir. Et cette introspection prend du temps parce que sinon, on s'enferme dans des scénarios. Vous voyez, ça c'est un papier absolument merveilleux où on demande qu'est-ce que font les chirurgiens quand il n'y a pas de haut niveau de preuve. Et dans notre métier, il n'y en a pas beaucoup. Et bon, ça marche dans mes mains, ou alors mon patron me l'avait dit, ou alors je sais le faire. Voilà, ça c'est la zone de confort. Et finalement, partir à la retraite en faisant la même chose que quand on s'est installé, c'est une calamité. Un petit hommage donc au professeur Masquelet et sa notion qu'il a trouvée chez Aristote, qui s'appelle la phronésis, que certains traduisent par prudence, mais qu'on préfère traduire par sagacité, qui est une vertu non pas morale, pas du tout religieuse, mais qu'une vertu intellectuelle, la recherche d'un équilibre, d'un idéal contrôlant de façon permanente les moyens par les fins et les fins par les moyens. La phronésis doit être réinventée à chaque instant, et je pense qu'il faut le faire très tôt et pas uniquement quand on fait le point sur sa déjà longue carrière. Parce que la question essentielle n'est pas où allons-nous, d'où venons-nous, c'est qui a besoin de cette chirurgie de la colonne vertébrale. Et pour avoir une chirurgie qui fonctionne bien, C'est une discipline à information manquante, comme au poker. comme au poker. T'as les as, c'est sûr, c'est bon, on met la boîte, et finalement, c'est 7 et 2 qui gagnent à la fin. Et c'est ces facteurs inconnus qui à mon avis, doivent forcer l'humilité, ça doit nous amener à lire, à nous perfectionner, à rencontrer, à discuter, mais surtout à être humble, pas dogmatique, vraiment curieux. Je pense que notre génération, c'est ça. Et le plus grand luxe, c'est le temps. Et ça, c'est le moment où on fait un peu la bagarre entre le bobo parisien et le bourgeois de province. Pas du tout. Parce qu'on a dit effectivement, alors il y a une majorité de répondants qui sont plutôt pour les CHU de grande ville. Bertrand, lui, il a été drafté de Toulouse à Paris, un peu comme un vrai mercato, quoi. Et c'est vrai que je lui disais, mais du coup, combien de temps tu mets pour aller à la clinique? Il me dit 45 minutes, mais c'est 45 minutes où j'ai du temps pour moi, je suis dans mon Uber, je suis hyper bien et tout. Donc c'est vrai que moi, je mets 7 minutes. C'est, à mon avis, un des grands luxes de rentrer chez soi le midi, de manger avec son épouse, de faire la chambre de sa fille, ça c'est un truc important. Cette diapo pour vous montrer que ça soit Bertrand ou moi, on a eu
des plannings comme ça. 100 malades en consultation par semaine, 15 à 20 malades opérés. Alors, 2 ans max, parce qu'après, le Stilnox et le Xanax ne sont plus suffisants. Je pense que quand on s'installe, il faut avoir en tête de s'installer minimum à 4. Nous, on a un système d'astreinte et d'urgence à Périgueux. Faire des astreintes dans le privé toutes les 2 semaines avec le risque médico-légal sur la tête, je le conseille vraiment à personne. Et donc, il faut, quand on s'installe, dans les zones d'attractivité, on a vu zone de répulsion, zone d'attractivité, les mecs, installez-vous dans les zones de répulsion. Vous allez avoir une clientèle toute faite, vous n'avez pas payé de frais aux copains, vous allez faire des centres qui coûtent pas cher parce que l'immobilier est pas cher, allez en Franche-Comté, tout simplement. Voilà. Et ça va vous donner du temps, vous allez vous mettre en équipe, vous allez être détendu parce que vous ne serez pas sur l'indication où il faut rembourser le prêt pro. Vous serez, moi, les malades, je les vois 4-5 fois, j'opère 10% de mes malades, et je suis vraiment ravi, ça me laisse du temps pour réfléchir. Il est parti en impro, là. Ok, On en effectivement. a parlé tout à l'heure. Non, c'est vrai. Bon, du temps pour réfléchir, effectivement. À la fin, et on pourrait parler pendant des heures, mais en fait, on n'a pas du tout fait ce qu'on vous avait dit. En fait, on est parti en freestyle, ça nous a plu. En fait, donc, on n'avait pas envie de parler d'exploration, de comptable, de choses comme ça. Mais j'avais trouvé ce papier absolument merveilleux sur les 5 points pour faire de la bonne recherche. Et je pense qu'on peut les utiliser pour faire de la bonne chirurgie. Ralentir le rythme. Évidemment difficile à dire à des gens qui ont envie d'avoir une courbe ascendante dans la vie, mais vous pouvez faire beaucoup de choses, mais en gardant un peu de temps pour réfléchir à tout. Lisez, mais pas trop. Pas la peine de faire toute la biblio, mais il faut lire bien, et on en parlera sans doute demain à la table ronde sur les statistiques. Obsédez-vous par la qualité dans tous vos actes, dans votre traçabilité pour les malades, dans votre rapport avec eux, avec les familles, avec votre personnel et votre secrétariat. Et trouvez les meilleurs secrétaires qui existent, c'est elles qui vont vous sauver si vous êtes dans le privé. Regardez les datas brutes, mais surtout, cultivez des amis intelligents. Je pense qu'avec la JCR, c'est une chose faite. Et finalement, moi, je pense aussi à notre société mère, moi, qui suis une double valence, qui suis vice-président de la Société française de neurochirurgie. Pourtant, Dieu sait, j'adore la neurochirurgie, mais je pense toujours avec des battements de cœur à la SFCR, à un endroit où des anciens peuvent échanger avec des plus jeunes, des neurochirurgiens avec des orthopédistes, et finalement être dans un univers très stimulant d'amis intelligents. Je t'aime, SFCR. Je vous remercie, mes amis. Rapidement conclure, avant de vous retrouver au Pullman. Donc en conclusion, rapidement, on a vu que la pathologie dégénérative, ça représentait a priori 75% de notre activité, un peu plus pour les libéraux. Pourtant, quand on regarde le programme du Congrès, c'est pas forcément la spécialité qui est la plus représentée. Alors peut-être qu'il y a moins de recherches faites en pathologie dégénérative. C'est juste des pistes de réflexion pour plus tard. En 2001, Scott, un gynécologue britannique, décrivait cette parabole sur le matériel ou les procédures chirurgicales. Il écrivait que certaines procédures qui paraissaient initialement très prometteuses devenaient rapidement des standards avec quelques publications qui étaient plutôt favorables et finalement tombaient en désuétude quelques années, quelques mois plus tard avec des résultats au final qui étaient très décevants. Donc je pense qu'il faut intégrer cette parabole et y réfléchir, faire attention à l'impact médico-industriel de certaines procédures. Je ne dis pas ça pour l'endoscopie et la robotisation, mais il faut faire attention quelquefois à ce qu'on nous propose et prendre le temps d'avoir de la vraie science et pas non plus une science industrielle. Enfin, il y a quelques mois, on a commencé avec les JCR à proposer de faire des annonces pour des chirurgiens qui voulaient des successeurs, des associés, et on s'est rendu compte que on est venu rapidement à une annonce tous les 2-3 semaines. Ça prouve qu'il y a un véritable engouement pour la chirurgie, et pas forcément à Paris, à Bordeaux, à Marseille, dans des plus petites villes. Donc c'est intéressant pour nous, jeunes chirurgiens. Enfin, malgré cet exposé sur la judiciarisation de la chirurgie et sur la peur un peu peut-être qu'on pourrait avoir, cette morosité, surtout en sortant du Covid, on voit que plus de 80% des interrogés sont très satisfaits de leur activité actuelle et ne changeraient rien. Donc je pense que c'est intéressant de dire que même si on est en chirurgie du rachis, c'est une chirurgie, a priori, il y a beaucoup de condamnations, on est quand même heureux de faire notre métier.
Je tenais à remercier le bureau qui m'a accompagné pendant ces 2 ans. Ça a été très enrichissant, très sympathique. Puis je souhaite bonne chance à Renan pour la suite. Donc le contexte sanitaire nous a tous embêtés cette année. Nous, on a dû annuler la journée de mars, mais on l'a reporté à septembre. Donc j'espère que les inscrits de mars viendront. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Puis on se retrouve donc tout à l'heure pour fêter nos 10 ans.